introduction. Juste pour la Faire une introduction, Voilà. c'est ça? Ok, ben voilà, juste en 2 minutes, c'est ça? Vous me dites ? Je mange ma pomme. The speech is going to be delivered in French, so if you don't understand French, you'd better get headsets. Here, you have some. Okay, great. So, bonjour à tous. La question, évidemment, qui nous occupe dans le sujet du bâtiment, la maîtrise d'ouvrage et en particulier la maîtrise d'ouvrage publique, est une question centrale. La Société de livraison des ouvrages olympiques a mis en place un dispositif de maîtrise d'ouvrage public particulièrement exceptionnel et exemplaire pour ces Jeux olympiques. Le ministre en a parlé en introduction. Et donc je remercie énormément Nicolas Ferrand, qui est le directeur général de la Société de livraison des ouvrages olympiques. Tout ce qui s'est construit pour les Jeux olympiques, c'est grâce à lui. Donc je le remercie beaucoup d'être là aujourd'hui pour nous présenter ce qui s'est passé. Bien, bonjour à tous, quel accueil, je ne sais pas si... Voilà, donc ça c'est moi. On a une demi-heure ensemble et normalement j'ai une présentation, si la présentation passe pas, on ne va pas y arriver les amis. Donc, on va le faire avec les mains le temps que la présentation arrive. Les Jeux Olympiques, le plus grand événement mondial par temps de paix, c'est les Jeux Olympiques, c'est 15 000 athlètes olympiques, 9 000 paralympiques. C'est l'équivalent de 48 championnats du monde simultanés et j'ai ma présentation qui est là. Et pour organiser les Jeux Olympiques, en France, on a créé 2 structures. Une structure qui organise l'événement lui-même, c'est Tony Estanguet, c'est Paris 2024. Et une autre deuxième structure, la Solidéo, Société de livraison des ouvrages olympiques, qui est là pour construire tout ce qui est pérenne, tout ce qui a une vie après les Jeux. Et donc, lorsque le COJO a besoin de poser une tribune sur le sol, la dalle en béton qui reste après les Jeux, c'est moi qui l'a fait, mais la tribune qui est posée et qui est enlevée après les Jeux, c'est Tony Estanguet. Voilà. Alors, on a un programme qui fait à peu près 4,5 milliards d'investissements, 70 ouvrages différents à livrer, et la très grande singularité de l'aventure olympique, c'est ce que vous avez là. On a un absolu, une obligation absolue de livrer, et de livrer l'ensemble des ouvrages extrêmement en amont par rapport aux Jeux, parce que Paris 2024 va prendre en main les différents ouvrages, va les tester, va les habiller. Moi, je ne fournis que le théâtre et c'est eux qui mettent le décor, et va les utiliser pendant les Jeux. Et donc le planning que vous avez là, c'est le planning que nous avons mis en place en 2018, qui est inchangé, et qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez, décembre 2023, c'est derrière nous, et effectivement, on a aujourd'hui achevé les travaux de l'essentiel des ouvrages, et on a commencé à transférer les ouvrages à Paris 2024. Et puis, après les Jeux, on revient, puisque tous ces ouvrages ont une vie après les Jeux, ce sont des ouvrages pérennes, et à ce titre-là, nous, on revient à partir de novembre 2024. Je vous rappelle que les Jeux ont lieu sur juillet, août et le début de septembre. On revient à partir de novembre 2024 pour les travaux supplémentaires, complémentaires, d'adaptation, afin que les premiers habitants ou les premiers sportifs amateurs ou les premiers salariés puissent intégrer les ouvrages à l'été 25. Alors, on a 70 objets différents. On a ce programme qui fait 4,5 milliards d'euros. 4,5 milliards d'euros, c'est la moitié de Londres, c'est le tiers de Tokyo. Pourquoi ? Parce que le parti pris que nous avons eu en France, ça a été de rénover massivement des équipements existants. Par exemple, le Stade de France a été construit pour la Coupe du Monde de 98. Il est en très bon état, il a été très bien conçu.
On rénove pour à peu près 50 millions d'euros certaines fonctions du Stade de France, là où le Japon a fait le choix de construire un stade olympique neuf qui lui a coûté 1,5 milliard. Donc on a une variété d'objets et je vais revenir sur quelques-uns de manière à pouvoir illustrer le propos de cette intervention. Un point singulier qu'il faut avoir en tête chez nous, ce n'est pas tellement le fait qu'on ait 13 cofinanceurs, ça c'est assez classique en France et globalement dans tous les pays, c'est le fait qu'on n'est pas, nous Solideo, on n'a pas tout fait. On a 31 delivery partners qui sont de facto des maîtres d'ouvrage en français, et vous voyez qu'il y a à la fois des maîtres d'ouvrage qui ont l'habitude de construire, comme la ville de Paris, des maîtres d'ouvrage publics, des maîtres d'ouvrage privés. Et donc, le côté intéressant de l'expérience des Jeux de Paris 2024 dans la livraison d'un très grand événement sportif mondial, c'est comment est-ce qu'on fait travailler de manière homogène 31 maîtres d'ouvrage qui sont pleinement maîtres d'ouvrage et pleinement responsabilisés. On les fait travailler en nappe horizontale et ils arrivent tous sur la ligne d'arrivée ensemble, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Alors, qu'est-ce qu'on a à construire? Eh bien, écoutez, à tout seigneur, tout honneur, le plus gros, 2 milliards d'euros au total sur l'ensemble des investissements qu'on a là-dessus, c'est le village olympique que vous avez ici quelques jours avant son inauguration par le président de la République la semaine dernière. On doit sortir un programme qui fait 330 000 m² de surface de plancher, qui pendant les Jeux accueille les sportifs et une partie des délégations, et qui, après les Jeux, vous voyez que ce programme est complètement en ville, et après les Jeux, a déjà sa reconversion qui est organisée pour accueillir 6 000 habitants et 6 000 salariés. On est sur un site à côté de la Seine qu'on voit au premier plan, et donc on a construit tous les bâtiments neufs qui sont derrière, suivant des normes environnementales sur lesquelles je reviendrai dans une seconde. 82 bâtiments, 41 architectes. 82 bâtiments, 41 architectes. 4 groupements de maîtrise d'ouvrage, de manière à avoir une variété d'expressions architecturales par rapport à un programme unique. Ça a été inauguré, voilà. La clé symboliquement a été remise en présence du président de la République et de la maire de Paris, par ailleurs, présidente de mon conseil d'administration. On a souhaité, dans le cadre du village olympique, essayer de préserver au maximum l'existant. Et donc on a à la fois ces bâtiments rénovés que vous avez sur la droite, qui sont soit d'anciennes halles industrielles, soit d'anciens bâtiments de bureaux construits en 1903. Des bâtiments neufs, là en l'occurrence c'est Vinci, des vieux arbres et en même temps des éléments structurants de l'espace public, comme cette grande rampe qui permet de récupérer la différence d'accessibilité entre le haut et le bas. Et donc de dire qu'on peut faire aujourd'hui une ville européenne qui soit un vrai palimpseste, c'est-à-dire la superposition de moments historiques, de moments de la vie urbaine successifs, et c'est ça ce qui, de notre point de vue, crée la qualité urbaine. Vous voyez à l'arrière-plan des espèces de secoupes spatiales, ça fait partie des 34 projets d'innovation de rupture qui sont déployés dans le cadre du village olympique. Là, il s'agit de dispositifs portés par des PME françaises pour absorber l'air pollué sur le côté, sur la tranche, et rejeter un air entièrement dépollué par un trou central de ces dispositifs-là. Et puis en haut de la tour que vous avez là, vous voyez une des œuvres d'art. Ce ne sont pas les anneaux olympiques. Les anneaux olympiques sont la propriété du CIO, et je n'ai pas le droit de les utiliser. C'est une des œuvres d'art qui réinterprète un dessin de Coubertin initial. Donc si vous voyez les anneaux olympiques, c'est que vous avez vraiment un esprit mal tourné. Moi, je vois de l'art. Ensuite, voilà, on a une diversité architecturale, comme vous pouvez le voir. On voit apparaître de temps en temps, si on cherche bien, un petit peu de bois, je vous en dirai un mot, mes fameuses soucoupes spatiales. À côté de ce village, on déploie également des projets pour accueillir les journalistes. Et donc, on a, c'est les petits cubes blancs, un projet autour de l'aéroport du Bourget, complètement au nord de Paris, 90 000 m² de surface de plancher pour accueillir les journalistes. Et ça donne une morphologie urbaine qui est différente parce qu'on est plus loin de Paris. Et donc, avec un rapport au construit et au coût de construction qui est différent, ici. Voilà, avec l'intérieur des îlots que vous pouvez voir est extrêmement planté. C'est une des grandes caractéristiques de ce qu'on a fait. On a planté près de 9000 arbres entre les deux villages. On a restauré ou reconstruit entièrement des halls de l'aéroport du Bourget. Donc ça, c'est le hall 3, ça c'est fait. Et puis on construit un certain nombre d'équipements sportifs. Alors, parmi les équipements sportifs, il y a une aréna Porte de la Chapelle. Donc le modèle de l'aréna, vous le connaissez, c'est une scène centrale, des sièges tout autour qui peuvent accueillir à la fois du sport et de l'entertainment.
Et du coup, là, c'est une aréna qui nous manquait dans la gamme en Ile-de-France, 9000 places, donc elle est faite, avec, vous voyez, l'intérieur de ce que ça peut donner. On fait des choses à Marseille pour le sport le plus important, à savoir la voile. Je suis voileux, vous l'avez compris. Et puis, ça, c'est le plus beau bâtiment qu'on construise. Où sommes-nous vous êtes sur le Stade de France, vous regardez plein ouest, et à vos pieds, vous avez l'autoroute A1. Et de l'autre côté, vous avez cette grande piscine avec ce toit concave, qui est la plus grande charpente en bois concave au monde, 90 mètres de portée. Et ce pont, cette passerelle qu'on a réalisée à cette occasion-là. Voilà. Et à l'occasion des Jeux, on construit aussi beaucoup d'autres choses. On construit 8 piscines, 3 écoles, un collège. On construit 5 ponts, un échangeur autoroutier, des routes. Enfin, on fait des tas de choses. C'est assez naturel. Ce qui est assez singulier, et c'est là où je voudrais amener mon point, c'est qu'on ne nous a pas demandé de construire dans les temps et dans les budgets. On ne nous a pas demandé uniquement ça. Dès 2017, au moment où Paris a été désigné, le gouvernement nous a dit, en France, nous avons des leaders mondiaux dans le domaine de la construction, donc Vinci, numéro 1 mondial, Bouygues qui doit être 3, 4 dans ces eaux-là. Et donc la question qui nous a été posée, c'est finalement qu'est-ce que, à l'occasion de ces différentes constructions, dont je ne vous ai montré qu'un échantillon, qu'est-ce que la France a à dire au monde sur la manière de construire au XXIe siècle? Ce que vous avez derrière, là, c'est une vue du village olympique. Et donc on a pris le sujet en se disant, on a quelques très grosses questions clés par rapport à l'avenir urbain au XXIe siècle. Et on va essayer d'y apporter le meilleur des réponses françaises, que ce soit des réponses de rupture ou des réponses qui aujourd'hui sont stabilisées. Alors, voilà. On a plus particulièrement travaillé autour de 4 sujets. Évidemment, la question du carbone. La question de l'adaptation finalement du cadre bâti au dérèglement climatique. Encore une fois, c'est des objectifs qui sont donnés en 2017, fin 2017. À un moment, on n'a pas eu les 4 années successives de canicule. La question de la biodiversité, plus courante. Et la question de la raréfaction des matériaux et donc de l'impérieuse nécessité de basculer vers une économie circulaire. Alors, les cibles ou les résultats plutôt qu'on a atteints par rapport à ça, vous les avez derrière moi. Je vais les détailler un tout petit peu plus. Les 2 plus spectaculaires sont en haut, de notre point de vue. Moins 50%, moins 47%, moins 50% de carbone à l'échelle de l'ensemble du village olympique, 330 m² de surface de plancher, et le confort garanti dans l'été standard de 2050. Alors, ça se traduit comment? On a moins 47% aujourd'hui de carbone émis. Quelle est la référence? La référence, c'est au moment où on a déposé les permis de construire en 2019. Donc par rapport à 2019, on atteint moins 47%. Ça a nécessité un certain nombre de dispositifs constructifs que vous avez là, singulièrement le bois, mais pas que, également du béton ultra bas carbone, également cette question de basculer plus sur du poutre-poutre que sur du voile. Ça renvoie à une idée extrêmement forte qu'on a, c'est que c'est moins 50%, moins 47%, moins 50% de carbone. Si on a été capable de les faire à l'occasion du village olympique en 6 ans sur un projet qui, en France, en aurait pris à peu près 20, sans subvention publique, le village olympique est construit par des promoteurs qui m'ont acheté les terrains au prix du marché, qui louent les bâtiments au COJO à Paris 2024 pendant les Jeux, qui les récupèrent après et qui les vendent à des particuliers à l'été 25. Donc il n'y a pas d'argent public là-dedans. Si aujourd'hui on peut faire moins 50% dans ces conditions-là, ça veut dire qu'aujourd'hui, en France et je pense globalement en Europe occidentale, la filière de la construction est prête pour atteindre les moins 50% de carbone aujourd'hui, sans attendre l'horizon 2035-2040. C'est ça ce qu'on est en train de démontrer. Ce n'est pas simplement qu'on est capable de livrer dans les temps et dans les budgets, c'est qu'on est capable de livrer quelque chose qui a 10 ans d'avance par rapport au standard, mais qui en fait peut être généralisé partout et qui répond à un des enjeux fondamentaux de la poursuite de l'urbanisation au XXIe siècle, qui est réduire notre empreinte carbone. Pour ce faire, on a été le plus gros chantier d'Europe à utiliser du béton ultra bas carbone, qui divise par 4 les émissions carbone, avec les 3 procédés que vous connaissez.
On a été, donc là vous avez les centrales à béton qui étaient sur place. On a été à un moment le plus gros chantier monosite d'Europe à l'été 22. Globalement, à ce moment-là, sur l'ensemble des ouvrages olympiques, on avait 70 grues qui ont tourné, et sur le seul village olympique, on en avait 40. Pour atteindre ce moins 50% de carbone, et parce qu'on a livré un programme complet de 330 m² en une fois, on a pu déployer et trouver un modèle économique pour déployer de la géothermie peu profonde, réversible, et donc qui permet à la fois de chauffer, mais également de rafraîchir les chambres en été. Si on n'avait pas déployé tout ce programme en une fois, les coûts d'investissement pour déployer de la géothermie auraient dépassé un modèle économique pour la puissance publique. Et puis, évidemment, on est au bord du fleuve, donc on a utilisé massivement la Seine pour à la fois évacuer des terres, tout ce qu'on a démoli, mais également pour amener, et ça c'est plus singulier en France, pour amener et approvisionner les chantiers en matériaux. Par exemple, tous les composants du béton sont arrivés par la voie fluviale. Deuxième dimension, mais qui en fait est assez liée à la première, le village olympique a été construit sur une ancienne zone industrielle. Donc, lorsqu'on arrive, on avait 30 bâtiments, 2500 emplois présents sur site. On a entièrement tout déconstruit et on a trouvé des modalités pour valoriser 96% en masse de tout ce qui était physiquement présent sur le site du futur village olympique. Et donc pour trouver et finalement ne mettre dans les carrières en déchets inertes définitifs que 4% de ce qui était présent. Là aussi, sans surcoût, dans un calendrier qui est extrêmement serré et parce que sinon c'était trop facile, en plein Covid, puisqu'on a commencé les déconstructions en mars 2020, au moment où, 15 jours après, on basculait dans une autre histoire. Et à l'occasion des Jeux, Paris 2024 nous a demandé un certain nombre d'équipements provisoires, soit des cloisonnements supplémentaires à l'intérieur des bâtiments, soit des bâtiments provisoires à l'extérieur. Et on a mis en place, et notamment avec Saint-Gobain, des filières particulières de réemploi de tout le provisoire. La tendance naturelle étant de dire on jette, en l'occurrence, là vous avez des plaques de ce qu'on appelle du BA13 en France, donc c'est des plaques de ciment et de plâtre qui sont entièrement réutilisables tout en conservant leurs caractéristiques techniques. On plante 9000 arbres, ça c'est bien, y compris des vieux arbres. Et on a déployé tout un dispositif pour reconstituer des sols fertiles à partir des substrats existants. On était sur une zone industrielle, il n'y avait pas une plante évidemment, c'était des entrepôts et des parkings. Et finalement, en concassant l'ensemble des sols qui étaient présents et en recréant des substrats, en mélangeant à la fois avec des composés organiques de nature différente, on a créé des sols différents suivant les différentes parties du village, de manière à créer une complexité de biodiversité et donc à avoir un écosystème complexe à horizon de 10 ans. Et à l'intérieur, évidemment, tous les cœurs d'îlots, là vous avez 2 bâtiments et un jardin privé intérieur, tous les cœurs d'îlots contribuent à cet écosystème complexe que l'on déploie à horizon des 10 prochaines années. Bon, on crée des espaces verts, ça c'est une histoire plus classique. Et on a à peu près, et ça c'est une autre caractéristique de ce qu'on a fait, je m'aperçois qu'il me manque une diapo, donc je vais vous la faire sans les mains, sans diapo. Il me manque une diapositive et je vous prie d'accepter mes excuses dessus. Nous avons atteint sur le village olympique le confort dans l'été de 2050. Nous avons demandé à Météo France de modéliser le climat standard de 2050, et l'été standard de 2050, c'est pour nous la canicule de 2003. Et sans climatisation, nous avons atteint, par la morphologie des bâtiments, par le niveau d'isolation, par le dispositif de rafraîchissement par géothermie peu profonde, nous avons atteint le confort dans 98% des pièces du village olympique sous l'été de 2050. Et on l'a prouvé de 2 manières. D'une part, par des modélisations avec Dassault Systèmes, et d'autre part, parce que l'été dernier, au moment où il a fait 34 degrés à l'extérieur, on avait moins 10 degrés à l'intérieur des chambres. Et pourquoi est-ce que c'est extrêmement important de parler du climat de 2050 et d'intégrer le climat de 2050 dès maintenant? C'est que tous les bâtiments qui sont là
seront encore là dans 25 ans, et qu'un des enjeux, si on veut continuer à vivre en ville, c'est de garantir le confort intérieur et extérieur. Ça passe par la lutte contre les îlots de chaleur urbains, chose qu'on a faite, mais également par l'intérieur des bâtiments, sous contrainte de carbone. Nous l'avons fait, nous l'avons démontré, et là aussi, la filière est prête. Alors, on voulait juste finir cette présentation avec une dimension sociale. On nous a demandé que les jeux profitent à l'ensemble des habitants du territoire. Vous avez vu que ce qu'on construit est complètement en ville, dans la zone dense, de manière à ce qu'il y ait une adhésion complète. On a plus de 10% des heures travaillées qui sont réservées à des publics loin de l'emploi. C'est ce que vous avez là, près de 2,8 millions d'heures travaillées. On a été capable de faire participer l'ensemble de la France à travers les PME aux ouvrages olympiques. 85 départements français ont contribué aux ouvrages olympiques. Ça représente un peu moins de 40% en valeur de tous les marchés qui ont été passés. Voilà. Et normalement, nous en avons un avant. Bon, alors, et donc, il me manque, j'ai un problème de diapo. Et dernière dimension sur laquelle on voulait insister aujourd'hui, on a divisé par 4 le nombre d'accidents sur les chantiers par rapport à des chantiers standards. Nous n'avons eu aucun accident mortel, nous avons divisé par 4 le nombre d'accidents, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est prêt pour livrer des très grands équipements dans un délai extrêmement court, en faisant de l'innovation de rupture ou de l'innovation transverse, et en garantissant à l'ensemble des compagnons, à l'ensemble des ouvriers, des conditions de vie sur les chantiers qui sont remarquables. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les syndicats représentant les salariés. Ça aussi, c'est extrêmement important pour nous. Si on veut continuer à construire, on ne peut pas avoir une industrie du BTP dans laquelle on a le taux d'accident qu'on a aujourd'hui. Donc on est capable de diviser par 4 les sujets. Pour conclure, je conclurai en vous disant qu'aujourd'hui, on est en train de finir de livrer l'intégralité du programme. On est évidemment dans les temps, on est dans les budgets. On n'a pas dépensé un euro public de plus, pas un euro public de moins par rapport au budget qui nous ont été donnés fin 2017. Et on a été capable de livrer et de se servir des Jeux Olympiques pour faire passer un cap à l'industrie de la construction et démontrer qu'on peut faire une ville dense, agréable, avec un équilibre économique au XXIe siècle, que ça y est, aujourd'hui on est prêt pour affronter les défis du XXIe siècle. Je vous remercie. Nicolas, je crois que c'est à notre tour de te remercier. Merci beaucoup pour ta présentation très très impressionnante et convaincante. J'espère que, évidemment, l'emploi du temps ne permet pas les questions et réponses. J'espère que ce n'est pas trop frustrant. Mais vous pourrez nous en adresser, on vous y répondra. Et donc, merci à tous d'être venus. Et merci surtout à toi, Nicolas, d'avoir bien voulu nous présenter cette expérience impressionnante.